Donc, bonjour à tous et merci de nous honorer de votre présence. Ce webinaire ou alors cette conférence, cette conférence rentre dans une série de conférences que nous ferons cette année, justement pour partager avec vous un ensemble de points sur l'évolution des agrégats macroéconomiques de nos États. Donc, ce webinaire particulièrement traitera de l'évolution des cours du pétrole et de l'impact pour la zone CEMAC en 2022. Bon, on sait que le pétrole, en tout cas, c'est une ressource extrêmement importante pour nos économies et l'analyse justement de cet agrégat nous permet d'avoir une idée de comment se comportera notre zone, nos pays, en CEMAC en tout cas, sur l'exercice 2024 autant pour moi. Donc, notre présentation sera faite essentiellement en 5 points. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Monsieur Francky Bounang, directeur de la gestion chez Harvest Asset Management, et je suis accompagné de Monsieur Denis Zifak, analyste économique et gérant taux chez Harvest Asset Management. Denis, est-ce que tu peux dire bonjour à tout le monde ici? Merci Francky pour la parole. Bonjour à tout le monde. Comme vous l'avez bien dit, je suis Denis Zifak, analyste économique et gérante au sein d'Harvest Asset Management. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire, ce deuxième depuis le début de l'année. Merci. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons peut-être rentrer dans le vif du sujet. Nous avons prévu globalement, une heure globalement pour ce webinaire, avec une présentation qui irait sur 30 à 45 minutes et une phase de questions par la suite. Donc, notre présentation globalement, nous l'avons prévue en 5 principaux points. Donc, nous aurons dans un premier temps un contexte économique mondial, la conjoncture économique, comment est-ce qu'elle s'est comportée durant l'année 2023, les composantes du prix du Brent en 2024. Bon, il faut savoir que nos pays producteurs, en tout cas en CEMAC, leur économie est basée sur l'évolution du Brent. Donc, c'est pour ça qu'on s'attarde sur cette matière première-là. Puis, on verra nos prévisions, en tout cas, sur 2024, vues par Harvest Asset Management. Et enfin, on va essayer d'évaluer l'impact de la hausse des prix et des prix du carburant et ses répercussions pour nos économies. Donc, vous le savez très bien, l'année dernière et cette année encore, certains États en CEMAC ont revu, en tout cas, leurs subventions au pétrole. L'idée, justement, de cette 5e partie, c'est de voir, en tout cas, que cette réduction de subventions-là aura sur notre économie. Donc, en termes de contexte général, nous pouvons dire que nous sortons d'une année 2023 caractérisée par la hausse des pressions inflationnistes traînées depuis la période Covid et accentuée en tout cas par la crise du taux ukrainienne. Ce qui a poussé en tout cas les banques mondiales, les banques centrales dans le monde à élever, en tout cas à porter leur taux directeur vers le haut. 2024, depuis le début 2024, on assiste par contre à une inflation laissant planer un niveau de banque centrale à court moyen terme. Et surtout poussé par une reprise économique. Donc, il faut noter que la Fed hier
a maintenu ses taux directeurs, mais a indiqué que progressivement sur l'année, il pourra avoir des baisses de ce taux directeur-là. La reprise économique va donc entraîner l'eau mondiale qui, en tout cas, évaluée sur le pétrole. On évalue que 2024, la demande mondiale va augmenter d'un peu plus de 104 milliards de barils par jour, selon l'Agence internationale d'énergie et l'OPEP. Néanmoins, nous notons que cette demande qui est en hausse sera traînée vers le bas, on va dire comme ça, par les contraintes sur l'eau qui sont portées par les coupes de l'OPEP et aussi les conflits géopolitiques en mer Rouge. S'agissant de nos États en CEMAC, bien évidemment les États producteurs de pétrole, nous pouvons dire que lors de l'établissement de leur loi de finances, ils ont émis des hypothèses de prix de baril, on va dire compris entre 65 et 85 dollars pour l'exercice 2024. Néanmoins, s'agissant des contraintes budgétaires, voilà, comme on l'a dit, le Cameroun, le Congo et le Tchad ont effectué des réductions, en tout cas, s'agissant de la réduction des subventions au pétrole, ont revu les prix du carburant à la pompe à la hausse. Donc 15% pour le Cameroun et le Congo et plus de 41% pour le Tchad. Cette conférence donc a pour but d'apporter une analyse sur l'évolution du cours du baril, ses projections et l'analyse des effets de ces récents événements d'augmentation du prix sur l'inflation et sur le marché des capitaux en CEMAC. Donc, Denis, ça me pousse à poser la première question. Comment est-ce que s'est comportée la conjoncture économique mondiale sur l'année 2023? D'accord, merci Francky. Pour ce qui est de la conjoncture économique, comme vous l'avez si bien rappelé, la demande du pétrole mondial est beaucoup plus portée par la situation économique vue mondialement. Et dans ce sens, nous pouvons voir bien évidemment qu'il y a bien évidemment un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. Ceci se voit nettement à travers les indicateurs avancés du marché, notamment la JP Morgan Global Composite Index, qui est un indice composé par la banque d'investissement JP Morgan, qui permet de retracer la situation économique vue dans son ensemble pour un exercice donné. Ainsi, lorsque cet indice est au-dessus de 50 points, notamment on voit une croissance économique. Lorsqu'il est en deçà, on voit une récession économique. Dans ce sens, nous pouvons voir bien évidemment que globalement dans le monde entier, après le spectre d'une récession économique qui a été vue depuis septembre 2023 jusqu'en février 2024, on voit que cet indice se situe autour de 52 points, ce qui marque bien évidemment une reprise de la croissance économique mondiale du point de vue des marchés. Ceci en est de même pour les indices composites qui retracent toute la sphère économique prise dans son ensemble, que ce soit dans les plus grandes zones économiques mondiales, notamment les USA, la Chine et bien évidemment l'Union européenne, qui sont les principaux consommateurs du pétrole. Nous voyons bien évidemment que cet indice est au-dessus de 50 points pour ce qui est des États-Unis et bien évidemment la Chine, premier consommateur du pétrole dans le monde. Et pour ces indicateurs, il faut noter que le FMI, lors des récentes mises à jour de ces perspectives économiques, le FMI a reconnu ces effets en reconduisant bien évidemment une croissance économique mondiale à 3,1% pour 2024. Ce qu'il faut rappeler que c'est le même taux qui avait été projeté en 2023. Bon, il faut noter quand même qu'au regard de ces indices, on voit bien évidemment que malgré les efforts que nous pouvons observer, la zone européenne reste toujours en récession économique, bien que la pente se redresse au fur et à mesure que le temps passe. Merci Denis. Donc on note que globalement les zones économiques, en tout cas
La reprise économique est en train de reprendre un peu partout dans le monde, en tout cas projetée par le FMI sur 2024. Mais qu'en est-il de la demande au regard de cette reprise économique, cette conjoncture économique-là? Merci, Francky. Donc, au regard de ces éléments, il est clair que bien que si l'économie, l'aspect économique réel se porte bien, il est clair que la demande va suivre. Ceci s'observe bien évidemment à travers les récentes données que nous avions collectées à travers les trois grandes organisations qui s'occupent de l'énergie dans le monde, notamment l'OPEP, l'Agence internationale de l'énergie et l'Agence d'information énergie américaine. Toutes ces grandes structures d'information nous informent qu'en 2024, la consommation mondiale en eau noire pourra se situer autour de 104 millions de barils par jour, soit une hausse de 2,2% par rapport à l'année 2023. Et ces chiffres notamment sont dravés par, bien évidemment, la Chine et l'Inde qui pourront porter la demande mondiale respectivement autour de 4,1% pour l'Inde et bien évidemment 3,9% pour la Chine. Et globalement, cette demande-là, il faut noter qu'elle est beaucoup plus dravée par les pays émergents. Par contre, ces agences voient notamment la demande aux États-Unis et bien évidemment en Chine. Il faut aussi ajouter l'Europe, qui reste beaucoup plus faible que ce qui a été le cas par les années passées. Ceci est nettement dû au niveau des taux directeurs de ces principales banques centrales qui se situent toujours à des niveaux très élevés. Et lorsqu'on dit taux directeur à des niveaux élevés, dit une demande beaucoup plus faible puisque la croissance sera beaucoup plus ralentie par ce niveau de taux. Donc, c'est un peu ce qui est du point de vue de la demande mondiale pour ce qui est du pétrole pour l'exercice 2024. D'accord. Donc, dans le monde, la reprise économique, en tout cas, sur 2024, on projette une reprise économique mondiale, une hausse de la demande. On vient de constater qu'on aura une hausse de 2,2% de la demande mondiale du pétrole. Bon, sachant que le prix de l'eau est orienté par l'évolution de la demande et aussi de l'offre, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'offre mondiale justement du pétrole en 2024? Bien évidemment, Francky, nous pouvons quand même constater qu'au regard de l'évolution de la demande, l'offre lui aussi ne suit pas nettement le pas de la demande puisque lui pourra augmenter aussi, mais à des proportions un peu plus moindres en se situant à 1,9% pour ce qui est de l'exercice 2024. Cette offre sera bien évidemment, contrairement à la demande, dravée maintenant par les pays occidentaux, les pays de l'OCDE, beaucoup plus les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'Amérique du Nord, et bien évidemment les pays européens qui exploitent le pétrole. Il s'agit beaucoup plus des pays de l'Europe du Nord. Pour ce qui est de le fer marquant, beaucoup plus le cas de la Russie qui s'installe toujours dans sa posture de réduction de son offre. Pour ce qui est de l'exercice 2024, nous pouvons bien évidemment constater que son offre pourra se réduire tout au long de l'exercice 2024 selon les projections des agences d'énergie comme nous avons noté un peu plus haut. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que l'offre va augmenter, mais à des proportions un peu plus moindres. Nous allons voir par la suite, nettement, ce qui peut faire en sorte que cette offre-là augmente, mais à des proportions un peu plus moindres, question de tenir le coût du baril à un niveau jugé souhaitable pour les exportateurs. Okay. D'accord. Donc, c'est très clair. Est-ce que c'est possible de nous présenter maintenant ce qui s'est passé, en tout cas, comment est-ce que les pays de l'OPEP ont réagi en 2023? D'accord, il faut vraiment le rappeler, Francky. L'OPEP, bien qu'il constitue à peu près sur plus de 100 millions de barils comme demande de pétrole par jour, il faut noter que l'OPEP constitue à peu près 33% de cette demande mondiale. Et de par leur politique visant à maintenir le prix à un certain niveau jugé souhaitable pour leurs économies, ils ont toujours la tendance d'opter
à des politiques de réduction. Et qu'est-ce qu'on a constaté durant l'évolution, l'exercice 2023? C'est que ces pays se sont comportés en rang dispersés. Il s'agit notamment des pays, certains africains, bien évidemment, ceux de notre zone, la Guinée équatoriale. Il faut noter quand même que le cas de la Guinée équatoriale est un peu atypique, bien qu'ils se sont introduits sur la ligne les décisions, les coupes de l'OPEP globalement. Eux, ils ont un problème de maturation de certains puits de pétrole qui doit pousser à revoir à la baisse leur production. Et bien évidemment, l'Iran, aux côtés de l'Arabie Saoudite, qui a réduit notamment de 8% sa production en 2023, l'Iran a plutôt accéléré la production. Il s'agit aussi notamment du Koweït, de la Libye et bien évidemment du Nigeria et du Venezuela. Donc, nous constatons bien évidemment globalement qu'au sein du cartel de l'OPEP, ils ne sont pas tous alignés sur la politique de réduction de l'offre, puisque d'autres ont des objectifs budgétaires que s'ils s'alignent peut-être sur cette politique de réduction de l'offre, ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs budgétaires pour les exercices précis. Et au regard de ces événements, Francky, nous pouvons bien évidemment dire que pour ce qui est de l'exercice 2024, puisque ce qui s'est passé en 2023, l'OPEP se situe toujours dans cette posture de réduction. Et il est clair qu'en 2024, nous pouvons bien évidemment assister à cette évolution toujours en rang dispersé, puisqu'ils ne pourront pas facilement prendre une décision d'ensemble. Donc, c'est un peu ce qui est, nous pouvons voir pour ce qui est de l'offre. À côté de ça, il faut noter que ce comportement est aussi amplifié par d'autres événements qu'on pourra bien évidemment observer par après. Merci. Justement, s'agissant des différents événements, on a constaté que, en tout cas, sur l'exercice 2023, il y avait un ensemble d'événements qui ont marqué l'évolution du prix du pétrole. Donc, est-ce que c'est possible de nous présenter ces différents événements-là? Donc, on a parlé notamment de la crise russo-ukrainienne, des attaques en mer Rouge, des crises géopolitiques. Est-ce que, voilà, tu peux nous présenter un tout petit peu ces événements-là? Merci, Francky. Comme vous l'avez si bien noté précédemment, il faut noter que nous avions répertorié 3 grands risques géopolitiques pour ce qui est du travail du prix de l'or noir pour l'exercice 2024 en cours. Ainsi, nous voyons le premier facteur qui est bien évidemment le conflit actuel au Proche-Orient, qu'il faut le noter, le Proche-Orient, le Proche et Moyen-Orient, à lui seul, porte pour près de 25% pour ce qui est de l'offre du pétrole mondial, puisqu'il regorge entre autres l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et bien évidemment les Émirats Arabes Unis, qu'à eux seuls totalisent à peu près 22 millions de barils de production par jour. Il est clair que si le conflit au Moyen-Orient, on ne trouve pas des moyens d'apaisement et que ce conflit s'élargit beaucoup plus sur la zone, l'offre de l'or noir mondial sera globalement perturbée et par conséquent drainera le déficit, drainera le prix vers le haut. Comme deuxième facteur marquant, nous pouvons noter les attaques des Houthis en mer Rouge que nous avons pu capter à travers l'indice du Baltic Dry Index qui capte bien évidemment l'évolution du fret maritime. Il s'agit d'un indice financier bien évidemment qui est coté à la bourse de Londres, qui continue sa hausse. Et ceci est lié bien évidemment à ces attaques en mer Rouge, là, puisque nous savons que la mer Rouge est un grand détroit de transit pour ce qui est des grosses marchandises et par conséquent du pétrole pour la zone. Et il faut le rappeler, la guerre russo-ukrainienne reste un marqueur important pour ce qui est du prix du pétrole parce que nous le savons, il ne faudra pas qu'on l'oublie, depuis 2022, le pétrole avait atteint une proportion de plus de 110, se situe au-dessus de $110. Ceci a été dû à l'attaque
à l'invasion de la Russie de l'Ukraine par la Russie. Autant pour moi. Donc, globalement, nous avons ces trois grands facteurs que nous avons pu identifier qui pourront bien évidemment drainer le prix de l'or noir vers le franc. D'accord. Au regard donc justement de la hausse de la demande, on a parlé d'une hausse de la demande, de l'offre qui va augmenter mais à des proportions moindres, de la reprise économique projetée par les institutions internationales sur 2024 et des risques justement qui ont été présentés. Quelles sont nos projections pour l'année 2024 en tout cas de l'évolution du prix du baril? Merci Francky, merci. Comme vous le dites, au regard de cette évolution de la demande que nous notons bien évidemment qu'elle restera beaucoup plus haussière et de l'offre qui fait face à ces risques beaucoup plus géopolitiques qui persistent, avec asset management, voit tout au long de l'exercice 2024 un baril de pétrole autour de $80. Et ceci en mettant des marges de 5, c'est-à-dire en restant sur la marge de 75-85. Donc, ceci en est pour nous ce que nous allons observer dans les prochains mois tout au long de l'exercice 2024. Donc, ok, là nous avons présenté nos prévisions sur l'année 2024. Comme annoncé dans le plan, il y avait un dernier point qu'il fallait évoquer, c'est justement l'impact des réductions des subventions budgétaires sur nos économies en CEPAC. Donc, c'est un fait non négligeable. On l'a déjà eu l'année dernière. Est-ce que c'est possible de nous présenter justement pour les différents États cette évolution-là, l'impact que ça a eu sur l'économie de chaque pays? Ok, merci Francky. Une fois de plus, comme vous l'avez si bien noté, ce n'est pas la hausse du prix du carburant à la pompe, n'est pas une affaire de février 2024 pour ce qui est des événements récents. Nous l'avons eu en 2023. Ce qui est comme événement majeur qu'il faut noter, c'est que ces pays qui ont eu à revoir la hausse le prix du carburant à la pompe sont bien évidemment sur programme avec le FMI. Donc, du coup, pour des problèmes d'ajustement structurel, ces pays, notamment d'abord par le Cameroun, en février 2023, le Cameroun avait revu à la hausse le prix du super d'ordre de 15%. Et le gasoil, lui aussi, il était revu à la hausse à des proportions un peu plus accélérées, notamment de 25%. Et comment est-ce que l'inflation au Cameroun a réagi durant cette période? Nous pouvons voir bien évidemment à travers le graphique un peu plus à droite que l'inflation au Cameroun a eu une hausse sur la période de près de 90 points de base, allant de 6,9, notamment nous sommes en février, cette période, la période à laquelle on a revu à la hausse le prix du carburant à la pompe, pour se situer notamment en fin juillet à 7,8 en moyenne annuelle. Bien que ce niveau de 7,8 a été vu comme le pic de l'inflation, puisque autour du mois de septembre, l'inflation a commencé à décélérer. Et pour ce qui est de la récente hausse, le Cameroun a revu à la hausse toujours le super de 15%. Dans les mêmes proportions, le gasoil lui aussi a été revu à la hausse. Et pour cet événement, nous sommes ayant une idée de comment est-ce que cette hausse pourra impacter à la fois le panier de la ménagère, le transport au Cameroun. Nous voyons bien évidemment l'inflation à la hausse de près de 60 points de base. Donc ainsi, nous pouvons nous attendre d'ici juin 2024 à un niveau d'inflation à 8,4% pour ce qui est du Cameroun, Francky. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est justement de cet impact-là sur les autres pays, notamment le Congo et le Tchad? D'accord. Donc, pour ce qui est du Congo précisément, il faut noter que le Congo, contrairement au Cameroun, pour ce qui est de l'exercice 2023, le Congo a revu à la hausse le prix du carburant à la pompe 2 fois de suite. D'abord en février, lors du décaissement de sa deuxième revue, et
en juillet lors du décaissement de la troisième revue. Ainsi, ces éléments, notamment parce que la toute première hausse qui avait eu lieu en février 2023 était d'ordre de 5%, hein, et maintenant en juillet, c'était un peu plus accéléré, d'ordre de 25%. Et ces effets ont eu un effet direct sur l'inflation, puisque l'inflation congolaise, qui malgré le fait que les autres pays étaient autour de 4-5%, l'inflation du Congo oscillait autour de 3%. Et si nous pouvons voir que la hausse de 5% entre février 2023 et juillet a eu un impact sur une hausse de l'inflation d'ordre de 30 points de base. Et bien évidemment, en juillet, la hausse de 25% a tiré l'inflation à la hausse de près de 70 points de base. Et maintenant, face à la récente hausse qui était presque dans une moyenne, hein, nous pouvons dire moyenne des deux autres, à 15% pour ce qui est du gasoil et bien évidemment du super, nous pensons que l'inflation maintenira sa hausse et pourra bien évidemment se situer autour de 4,8% d'ici juin 2024 tranquille. Quant à ce qui est du chart, en avril 2023, le chart avait revu à la hausse, non pas l'essence, mais plutôt le gasoil, d'ordre de 25%, la hausse d'ordre de 25%, qui est partie de 548 francs à 700 francs. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, contrairement aux autres États, un effet inverse. C'est-à-dire que lorsque on s'attendra à ce que l'inflation suive cette hausse, l'inflation, lui aussi, a été revue à la baisse, ce qui, nettement, peut-être selon nos analyses, nous avons vu que cela a été lié peut-être au fait que l'utilisation, le driving de l'inflation, le gasoil n'a pas drivé l'inflation, notamment vers le haut, comme c'était le cas pour les autres pays. Maintenant, en février 2024, notamment le 13 février, les autorités ont revu à la hausse d'ordre de 41%. Pour ce qui est de l'essence, et bien évidemment de 18% pour ce qui est du gasoil. Maintenant, face à ces effets, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre pour 2024? On pourra bien évidemment constater d'ici juin 2024 que l'inflation pourra être revue à la hausse et pourra bien évidemment se situer autour de 7,4 d'ici juin 2024, Francky. Donc, ceci en est pour ce qui est des révisions du prix du carburant à la pompe par ces États. D'accord. Donc, nous notons que sur 2024, en tout cas, ces États-là ont une fois de plus revu le prix du carburant à la pompe à la hausse. On prévoit justement globalement sur ces trois États une hausse de l'inflation. Justement, face à cette hausse de l'inflation-là, déjà, est-ce que tu peux présenter comment est-ce que la Banque centrale en CEMAC a réagi pour les hausses de 2023 et justement face à la hausse de l'inflation qui est projetée en tout cas sur 2024, qu'est-ce que nous on pense? Que pense Harvest Asset Management s'agissant de la réaction que la Banque centrale aura sur l'année? Oui, Francky, il faut noter quand même qu'en 2023, la Banque centrale a revu à la hausse le taux directeur une seule fois durant tous les exercices 2023. Et cela a été nettement, a eu lieu notamment en mars 2023 lors de son tout premier comité de politique monétaire. Et ceci est intervenu presque un mois après l'augmentation du prix du carburant à la pompe par le Cameroun et bien évidemment le Congo. Cela, après ça, toute une série de statu quo a été observée durant tous les exercices 2023, notamment en juin et septembre et décembre. Pour ce qui est de l'exercice 2024, comme vous le dites, il est attendu, nous, avec Asset Management, nous voyons bien évidemment un statu quo en mars pour le comité qui aura lieu bien évidemment d'ici la semaine prochaine. Nous attendons bien évidemment que le niveau des taux sera maintenu, mais nous n'excluons pas une forte probabilité d'une future hausse, puisqu'au regard de cette hausse du
du prix du carburant à la pompe, nous voyons bien évidemment l'inflation qui repartira à la hausse et cela ne pourra pas laisser la Banque centrale indifférente face à cette problématique qui deviendra plus urgente d'intervenir en relevant une fois de plus ces taux. Donc, nous n'excluons pas cette possibilité pour ce qui est de l'exercice 2024. Francky, merci. Bon, merci, Denis. Globalement, ce qu'on peut dire, ce qu'on retient en tout cas globalement de l'analyse faite, c'est que s'agissant du contexte macroéconomique, on assiste à un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, la baisse des pressions inflationnistes, et on attend déjà sur l'année 2024 un possible pivot des banques centrales dès mi-2024. Comme on l'a rappelé lors de notre introduction, la Banque centrale, la Fed, en tout cas aux États-Unis, a maintenu ses taux hier. Et la Fed estime, en tout cas prévoit que pour les prochains comités de politique monétaire, il y aura probablement une baisse justement de ces taux-là sur l'année 2024. S'agissant du pétrole, on a noté que la demande mondiale est en hausse. D'ailleurs, elle est projetée à 104 millions de barils par jour, un niveau plus important que l'année dernière. Donc, cela pourra, en tout cas, aura un impact sur l'évolution du prix. En outre, l'offre mondiale sera crevée, en tout cas, par la politique restrictive des pays membres de l'OPEC et également les risques géopolitiques. Nous anticipons en tout cas un prix du baril autour de $80 en moyen et $80 à court terme sur 2024. S'agissant de la hausse des prix du carburant à la pompe, voilà, on a noté que ça aura un impact sur le Cameroun, le Congo et le Tchad, où on a projeté une inflation à des niveaux de 8,4 pour le Cameroun, 4,8 pour le Congo et 7,4 pour le Tchad d'ici juin 2024. Face à cette hausse de l'inflation, nous attendons en tout cas un statu quo de la Banque centrale pour son prochain comité de politique monétaire qui se tiendra cette fin mars. Et on n'exclut pas une hausse probable, en tout cas des taux directeurs d'ici la fin d'année. En tout cas, cette hausse-là de l'inflation et la réaction de la Banque centrale aura justement un effet sur la hausse du coût des ressources des États notamment cités le Cameroun, le Tchad et le Congo sur le marché local de recherche de financement. Donc, cette dernière partie marque la fin de notre analyse sur le pétrole. Par la suite, nous notons simplement que, voilà, nous, comme on l'a dit en début, nous représentons Harvest Asset Management, le pionnier et le leader de la gestion d'actifs en CEMAC. Nous sommes une société 100% indépendante portefeuille, créée depuis 2017 avec 500 millions de capital, environ 15 employés. Nous sommes agréés par le régulateur des marchés financiers en CEMAC qui est la COSMAC. Nous gérons globalement aujourd'hui, à fin 2023, un peu plus de 302 milliards d'actifs de gestion pour un peu plus de 45% de part de marché. On offre globalement à une clientèle institutionnelle privée une gamme variée de solutions d'investissement et de placement sur les marchés financiers locaux. Aujourd'hui, nous avons pas mal de produits que nous commercialisons à nos différents clients qui sont des personnes physiques et des personnes morales sur des horizons court, moyen et long terme. Donc, s'agissant du placement, on oriente en tout cas, on conseille nos clients sur les problématiques liées au placement et à l'épargne via des produits que nous mettons en place qui sont agréés par le régulateur des marchés financiers. Voilà. Cette place de leader là nous a valu des distinctions, notamment en 2022, où on a été reconnu en tout cas la meilleure société de gestion d'actifs en zone CEMAC avec notre président, notre directeur général
asset manager de l'année 2022. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous passons la parole en tout cas pour vos éventuelles questions. Merci. Juste en termes de modalité, notons que vous pouvez poser des questions justement dans le chat et nous allons y répondre. Donc la parole est à Marc qui veut la prendre. D'accord. Donc, là, nous avons déjà une première question. Bon, on va essayer de répondre à celle-là, le temps de recevoir les autres. Donc, on a M. Jean qui demande des perspectives de développement de la structure, d'autres produits, d'autres zones géographiques. Bon, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire par rapport au développement, c'est simplement que, voilà, on pense que l'asset management, globalement, on ne va pas simplement parler de la structure, mais de l'évolution de cet écosystème-là en CEMAC. Donc, l'activité est relativement nouvelle en CEMAC. On parle d'un peu moins de 10 ans. Donc, par rapport au parcours que nous faisons aujourd'hui, nous sommes quittés de 2017 à pratiquement un peu moins de 50 milliards. Et aujourd'hui, toutes les sociétés de gestion, globalement, gèrent un peu plus de 340 milliards, 640 milliards, autant pour moi. Donc, 640 milliards d'actifs sous gestion gérés par toutes les sociétés de gestion en moins de 10 ans, on pense que c'est pas mal, mais on a encore vraiment des possibilités. À titre de comparaison, il y a plus de 1500 milliards d'actifs sous gestion, en tout cas, sur ce marché-là. Donc, en termes de perspective de développement, on a encore de la marge. On pense qu'en CEMAC, nous avons l'épargne, mais par contre, nous n'avons pas la culture, justement, d'épargne. Nous avons la culture d'épargne, pardon, mais nous n'avons pas, justement, tout ce qui est éducation financière pour pouvoir orienter cette épargne-là vers les produits du marché. Donc, ça, c'est pour le point de développement. S'agissant de d'autres produits, comme on l'a présenté un peu plus à la fin, nous avons aujourd'hui des produits, on va dire, sur le court, moyen et long terme. Notamment, on a des fonds monétaires, des fonds obligataires et des fonds actions. La dernière gamme, en tout cas, de produits qui nous manque, en tout cas, c'est des produits diversifiés qui sont, on va dire, un mix de tous ces produits-là. Et bon, nous, on projette en tout cas de faire un produit dans ce sens-là sur l'année 2024. D'autres zones géographiques, aujourd'hui, nous couvrons, nous, on a la demande sous-régionale, il faut dire. Donc, nous avons une clientèle aujourd'hui sur le Tchad, sur le Gabon, sur le Congo, sur la RCA. Et nous sommes en train de développer justement des partenariats également sur la Guinée équatoriale. Donc, notre agrément nous permet vraiment de couvrir globalement toute la CEMAC. Voilà, l'idée, c'est d'être présent sur tous ces pays-là pour pouvoir apporter notre expertise aux épargnants, justement, vivant dans notre belle CEMAC. Donc, on espère, M. Jean, qu'on a apporté des éléments de réponse à votre question.
Donc, en attendant probablement des autres questions des participants, voilà, 2020, on a une question. OK, qu'en est-il des investisseurs plus matures qui souhaitent avoir plus de produits? Donc, peut-être pour commencer par cette question, investisseurs plus matures aujourd'hui, le marché, en tout cas, l'expertise que nous avons, c'est pas simplement de faire, en tout cas, de faire souscrire ses clients à des produits existants. On a la possibilité de créer, de designer, de concevoir un produit qui, si au besoin d'un investisseur mature. Bon, par investisseur mature, on ne sait pas si vous entendez par si vous entendez par investisseur mature, investisseur qualifié, mais si c'est le cas, aujourd'hui, effectivement, on offre déjà des solutions de placement et d'investissement, justement, des investisseurs qualifiés. Des caisses de retraite, des assureurs, des banques, voilà. C'est une expertise que nous avons et que nous développons déjà avec les partenariats qu'on a avec ces différents clients-là. Donc, on n'a pas simplement la possibilité de faire souscrire ces clients à des projets existants, mais on a la possibilité, en tout cas en tant que gestionnaire, d'ailleurs c'est notre rôle de conseil et aussi de gestionnaire, c'est-à-dire de placeur, de pouvoir en tout cas concevoir des produits qui répondent aux besoins et aux attentes de nos investisseurs. Notons que la décision d'investissement part d'un processus en amont qui n'est pas simplement le placement infini. Nous, on commence en tout cas dans nos process. Nous, on met un accent très fort sur la compréhension du besoin de nos clients. Cela nous permet justement après de mieux conseiller le client vers des instruments qui permettront de répondre à leurs besoins. Donc, on prend vraiment le temps pour échanger avec les investisseurs, pour comprendre leurs besoins, leur profil de risque, profil d'attente objectif en termes de rendement, aversion au risque, comment est-ce que leur modèle économique fonctionne par rapport à leurs différents cash flows qu'ils reçoivent et quelle est la politique qu'ils veulent mettre en place en termes de placement et on arrive à répondre à ce besoin-là en proposant des produits lorsqu'ils existent ou alors en concevant des produits lorsqu'ils n'existent pas pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, on a une autre question. Donc, on a Madame qui souhaite savoir, en ce qui concerne les perspectives prochaines des baisses des taux, est-elle vraiment envisagée si l'objectif cible de l'inflation n'est pas atteint par les banques centrales? Donc, Denis. Oui, Francky. Merci, mademoiselle Mim, pour votre question. Votre question est très pertinente. Elle est très pertinente, votre question. En fait, il faut dire que pour ce qui est de l'objectif cible des banques centrales, en réalité, si nous prenons notre cas, notre sous-région CEMAC, lorsque nous faisons des perspectives, que ce n'est pas une affaire propre à nous, hein, c'est mondialement reconnu. Pour ce qui est de l'inflation, il faut noter que l'inflation, malheureusement pour notre zone, cet indicateur n'est pas capté, mais à l'international, il y a deux indicateurs de l'inflation qui sont quand même captés par les banques centrales, notamment l'inflation sous-jacente, appelée inflation core, et bien évidemment l'inflation nominale. En réalité, si la tendance désinflationniste est plus accélérée pour ce qui est de l'inflation core, la Banque centrale peut revoir sa politique. Il en est de même, c'est le cas pour la Fed. Aujourd'hui, la Fed envisage, le marché anticipe une baisse des taux pour ce qui est de la Banque centrale américaine pour juin 2024. Et il faut noter qu'actuellement, l'inflation, bien que ça suit des sursauts, puisque
récemment, c'était à 3%. Et aujourd'hui, en février, l'inflation est repartie légèrement à la hausse et se situe autour de 3,2%. Il faut noter quand même que l'inflation corps reste sur sa tendance baissière. Et si cette tendance-là est renouvelée d'ici juin, la Banque centrale peut directement revoir sa politique de baisse des taux. Donc, la baisse des taux peut être décidée si l'inflation corps qui prend tout ce qui est non volatile, notamment les produits liés à l'alimentation et bien évidemment l'énergie qui fluctue beaucoup. Et si, hormis ces produits, les services, l'inflation des services qui est régulièrement appelée l'inflation sous-jacente, si cette inflation baisse, la Banque centrale peut bien évidemment revoir sa politique. Pour ce qui est de notre zone, lorsque la BEA projetait lors de son comité de politique monétaire de décembre dernier, le taux d'inflation 2024 à 3,6. Il est bien évidemment au regard des récents événements. Nous, AVES, nous vous l'avons rappelé, nous ne pensons pas que l'inflation pourra se trouver autour de ce seuil-là. Elle sera bien évidemment revue à la hausse. Mais si, au fil du temps, cette tendance-là est observée globalement au niveau des États, bien évidemment, la cible de 3% peut ne pas encore être atteinte et la Banque centrale revoit sa politique. Il faut juste qu'à côté de ça, que les leviers qui peuvent faire repartir l'inflation à la hausse soient bien évidemment maîtrisés, tels que une revision de la politique monétaire ne peut pas engendrer une seconde vague inflationniste qui sera plus dangereuse que celle qui était par le passé. Je crois avoir répondu nettement à votre question, Madame. Merci. Donc, on a une autre question de Monsieur Jean qui souhaite savoir si nous avons des solutions, en tout cas pour la diaspora, et des produits et services adaptés. Donc, aujourd'hui, en fait, les produits, en tout cas que nous commercialisons, sont accessibles par tous, hein, s'il faut le rappeler. Bon, ce n'est pas un secret. Nous avons aujourd'hui en portefeuille des clients de la diaspora. Donc, effectivement, ces clients-là, c'est vrai que pour la plupart, c'est des clients qui sont ressortissants de la CEMAC, donc qui regardent, on va dire, de loin ce qui se passe dans notre zone. Et aujourd'hui, ils sont en recherche de rendement, justement, dans notre zone. Donc, c'est un autre produit qui sont acceptés déjà aujourd'hui par des clients de la diaspora. Et nous pensons en tout cas que ces clients-là sont assez satisfaits et les produits répondent justement à leurs besoins. Donc, les produits pour la diaspora, je ne sais pas si vous entendez par là un produit designé propre pour la diaspora, mais ce que nous pouvons dire par rapport à cette question, c'est que les produits qui existent aujourd'hui et que nous commercialisons sont déjà souscrits par des investisseurs de la diaspora. S'agissant des produits et services adaptés, donc voilà, c'est la question. Aujourd'hui, nous pensons que le niveau des rendements, en tout cas des rendements obligataires dans les zones de l'Europe et des États-Unis, sont à des niveaux qui poussent justement les ressortissants de la CEMAC à se poser des questions. Est-ce que c'est possible de pouvoir placer en CEMAC? Bon, historiquement, c'était peut-être compliqué de le faire parce que il n'y avait pas de taux en termes de services et de produits adaptés. Mais comme on l'a appelé, l'asset management se développe aujourd'hui en CEMAC et a déjà atteint des niveaux quand même assez acceptables. Ces investisseurs-là étant dans des environnements économiques plus matures, discutent déjà avec les asset managers, qui rend en fait le discours avec nous un peu plus fluide. Donc, on comprend leurs besoins. Nous avons des produits similaires qui existent de l'autre côté, mais simplement qui ont des rendements liés à notre zone économique. Et voilà, certains sont déjà séduits et continuent à souscrire dans nos produits. Donc, on a une autre question encore de Madame Ming. Ce prochain niveau des banques centrales dans notre contexte africain n'est-il pas fortement impacté par les décisions des géants? Là, elle parle de la Fed et de la Banque centrale. La Banque centrale européenne.
Oui, jusqu'ici, ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que, en fait, on peut dire que votre question regorge en elle sa réponse. Hein. Nous sommes des économies très dépendantes de ces pays-là. Donc, une fois qu'une décision de politique monétaire est prise à la Fed, ou bien à la BCE, il ne faut pas oublier, hein, notre monnaie, le franc CFA, est adossée à l'euro, donc à une parité fixe avec l'euro. Il en est de même que si la Banque centrale européenne prend une décision de baisse des taux, il est clair que nos banques centrales, bien évidemment, vont suivre. Puisque nous pensons quand même que sur un schéma, si la Fed prend la décision de baisse de taux, question de un peu plus tôt que la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne suivra. Et bien évidemment, nos banques centrales ici vont bien évidemment suivre aussi. Donc, c'est une affirmation. Nous pensons bien évidemment que nous, si la banque centrale, les deux grandes banques centrales, c'est comme ça qu'on le dit souvent, la Fed et la BCE baissent leur taux un peu plus en avant. Bien évidemment, nos banques centrales vont bien évidemment suivre le pas. Donc, c'est ce que nous pensons. On a M. Jean qui a apporté une précision. Produit sans besoin d'ouvrir un compte bancaire en CEMAC ou un partenariat plus large si possible avec une banque locale pour avoir un full suivi de la matérialisation des procédures, par exemple, des procédures de souscription. Bon, comme vous l'avez dit, bon, chez nous, chez Harvest Asset Management, c'est un process qui existe déjà. C'est-à-dire que les clients souscrivent. Maintenant, comment est-ce que ces clients font pour souscrire? Bon, voilà, on a des process qu'on a mis en place avec nos différents partenaires pour que la souscription soit faite. Notons néanmoins qu'il peut y avoir justement de rapatriement de fonds, si le client l'exige en tout cas. C'est notamment là, c'est un service qui passera par Harvest Asset Management. On sait tous que sur tout ce qui est rapatriement, ça passe par la Banque centrale. Il y a des justificatifs à donner, mais de notre point de vue, il n'y a pas vraiment de blocage parce que le process existe. Le process existe et comme on l'a dit, nous on le fait déjà. Maintenant, si vous êtes investisseur de la diaspora, n'hésitez pas à nous écrire, on pourra échanger avec vous pour justement vous aider à souscrire dans nos différents produits en vous présentant le process qui existe. Mais l'existant, comme on l'a dit, on a déjà en portefeuille des clients, pas un, pas deux, on a vraiment des clients aujourd'hui qui souscrivent à partir de la diaspora. Donc, on a monsieur Stéphane qui demande proposer des solutions de transfert d'argent à la diaspora qui permet à cette dernière de ne pas voir tous ses intérêts consommés par les frais de transfert. Bon, il faut noter que nous, on est société de gestion de portefeuille. Bon, tout ce qui est transfert, c'est une activité qui est connexe à nous. Donc, aujourd'hui, le process qui existe, si le client exige justement que les fonds lui soient retrocédés, en tout cas, s'il en a un s'il est aux États-Unis et qu'il faut faire un rapatriement après l'investissement qu'il a fait, ça passera par la Banque centrale. Il faut noter aussi qu'aujourd'hui, ce process, en fait, il faut noter que c'est également pour la lutte anti-blanchiment. Hein, et étant une société financière, nous sommes en tout cas astreints à respecter ces problématiques-là. L'alternative que le client pourra avoir s'il ne souhaite pas que son rapatriement soit fait sur son compte dans la zone où il se trouve, serait justement qu'il ait un compte dans notre zone CEMAC. Et dans ce cas-là, nous, on pourra simplement faire un virement sur le compte qu'il aura en CEMAC. Je vous en prie. Ok, une autre question de M. Lionel Dandy. Pensez-vous à développer une application pour faciliter les placements?
J'allais dire que c'est un secret, mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter quand même, c'est que aujourd'hui, les souscriptions ne se font pas encore via une application, mais nous sommes en chantier justement pour développer une application mobile qui permettra de fluidifier les souscriptions des clients. Néanmoins, l'existant, nous sommes, je pense, nous sommes la seule société de gestion qui offre un espace client à leurs différents épargnants. Donc aujourd'hui, en souscrivant dans nos produits, peu importe de l'endroit où vous vivez dans le monde, vous avez la possibilité de suivre de façon en 24 heures sur 24 via un espace client. Donc vous avez votre login, votre mot de passe, l'évolution de votre placement vraiment de façon sécurisée et en temps réel. Donc c'est un service qu'on a mis en place depuis déjà un peu plus d'un an et qui marche très bien. Historiquement, on a envoyé encore des relevés à nos clients par mail. Et depuis qu'on a mis ça en place, tous nos clients se connectent via leurs différents accès à l'espace client et consultent leur placement vraiment de façon indépendante. Donc, l'application, l'espace client existe déjà pour le suivi du placement du client, qu'il soit personne morale, personne physique, c'est un service qui est ouvert à tous nos épargnants. Et s'agissant de l'application mobile, comme on l'a dit, nous sommes actuellement en train de travailler justement sur le développement d'une application mobile pour justement dématérialiser globalement ce processus de souscription-là. Je vous en prie, monsieur David. Bon, une autre question de monsieur Stéphane. Proposez-vous des produits dont les taux d'intérêt sont indexés sur l'évolution du cours des cours de pétrole? Bon, aujourd'hui, pas seulement nous, il faut noter que globalement, le marché financier en CEMAC ne propose pas encore ce type de produit-là. Donc, notre marché est relativement jeune, on va dire ça comme ça. Dernièrement, d'ailleurs, l'année dernière, on a eu une révision du règlement général régissant le marché financier qui a apporté la création de nouveaux produits. Donc, le temps que les différentes sociétés de gestion prennent, en tout cas, connaissance de ces différents produits-là, on pense que dans les années à venir, on va assister au développement de produits différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Donc, notons qu'aujourd'hui, on a des produits quasiment monétaires, obligataires ou actions, on va dire ça comme ça. Et on a une société de gestion qui a été créée justement sur le volet immobilier. Donc, ça fait une gamme de produits en plus. Apparemment, il y a pas un micro. Ça fait une gamme de produits en plus disponibles justement pour les différents épargnants. D'abord en CEMAC, mais comme on l'a dit, les produits sont ouverts également au secteur de la diaspora. Donc, Denis, on a une autre question. Le gouvernement du Tchad a annoncé récemment la gratuité de l'eau et de l'électricité au cours de l'année 2024. Comment peut-on mesurer l'impact de cette décision sur l'inflation? Bon, est-ce que une telle décision aura un impact sur l'inflation? Bon, n'ayant pas encore fait d'analyse dessus, néanmoins, Denis, est-ce que tu peux apporter des éléments de réponse? Ton micro n'est pas activé, Denis. Oui, comme vous l'avez bien dit, Monsieur Francky Bouna, pour ce qui est concernant la question de Madame Nen, nous pensons quand même que la gratuité de l'eau et bien évidemment de l'électricité
En fait, ça aura un effet, il ne faut pas négliger, ça aura bien évidemment un effet. Mais le déplacement des agents économiques, le transport, la consommation, bien évidemment, ces facteurs ne vont pas agir directement sur les prix sur le marché, parce que lorsqu'on parle de l'inflation, c'est l'évolution globale du niveau des prix. Et si on essaie un peu de voir l'analyse des statistiques du rapport de l'INSEP, qui est l'Institut national de statistique du Tchad, ces composantes-là n'ont pas un grand poids sur le calcul de l'inflation tchadienne. Donc, nous pensons beaucoup plus que cette décision, elle est bien accueillie elle sera bien accueillie par la population tchadienne, mais le driving de l'inflation, lui, à ce niveau, n'est pas directement impacté, puisque beaucoup plus cette décision, elle vient comme mesure d'accompagnement. Et théoriquement, en économie, des mesures par lesquelles on peut soutenir la population face à l'inflation, c'est beaucoup plus l'approche revenu, l'approche salaire. Donc, si ces éléments-là, si ces leviers-là ne sont pas touchés du plein gré avec une bonne analyse derrière, l'inflation aura bien évidemment lieu, bien que ces mesures d'atténuation-là aient un effet coûterniste sur l'agent économique, mais l'inflation restera bien évidemment dans sa tendance haussière. Donc, nous pensons bien évidemment que l'inflation sera à la hausse, mais avec des proportions légèrement modérées. Nos projections ont été faites en tenant compte de ces mesures, de ces récentes mesures que le gouvernement a prises là. Je crois avoir bien évidemment répondu à votre question, madame. Donc, notons que nous avions prévu 1 heure pour cette présentation. Là, nous sommes exactement à 1 heure, 1 minute. Donc, nous allons, en tout cas, on vous remercie encore pour vos différentes questions. Bon, une dernière question, est-ce qu'on propose des placements sur les ETF? Si oui, lesquels? Non, comme on l'a dit, comme précédemment indiqué, en tout cas, les placements sur les ETF aujourd'hui, en tout cas en CEMAC, pas encore. La BVMAC a lancé un indice qui permet de représenter justement l'évolution du marché action. Donc, pour répondre à la question, non, pas encore. Mais comme on l'a dit, c'est justement des possibilités d'évolution de notre marché. Ça existe ailleurs, ça existera dans notre zone tôt ou tard. Donc, comme rappelé, on vous remercie en tout cas pour vos différentes questions, pour votre présence. Comme on l'a annoncé, c'est simplement c'est une série de webinaires qu'on fera sur l'année. C'est le deuxième. Si nécessaire, en tout cas, pas si nécessaire, on en fera d'autres sur des thèmes probablement différents. Et on vous remercie encore pour votre présence et on vous invitera naturellement à y participer. Donc, merci encore et bonne journée à vous.